Donc nous sommes avec Pierre Levigan pour les non-alignés. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre-Antoine. Alors aujourd'hui, comme nous sommes pas très loin des élections départementales, on peut peut-être commencer par parler de cela. Oui. Déjà peut-être du département ou de la forme du département. Enfin, quels Oui. sont les enjeux autour de ces élections et même plus largement du redécoupage des cantons. Oui, tout à fait. Alors effectivement, nous sommes à la veille, donc évidemment nous laisserons pour une prochaine émission la discussion sur les résultats. Mais il faut quand même un petit peu rappeler le contexte de ces élections. Alors elles s'appellent pour la première fois, on les appelle élections départementales et non plus élections cantonales. Et les conseils généraux, maintenant, porteront de manière assez logique le nom de conseils départementaux. En l'occurrence, il y a quand même eu quelque chose d'assez important, c'est la diminution par 2 du nombre de cantons. Ils étaient environ 4000, et ils sont passés à 2000, avec des élus en binôme, un homme, une femme. Donc tout cela renvoie bien sûr à l'obsession de la parité, qui assure donc une présence des femmes, mais d'une manière artificielle. C'est-à-dire qu'autant il est nécessaire que les femmes participent à la vie politique autant qu'elles le souhaitent, autant le faire d'une manière mécanique, arithmétique et obligatoire est évidemment totalement absurde. Alors, ce qui fait que on aura donc à peu près le même nombre de conseillers départementaux, mais par contre, nous aurons 2 fois moins de cantons, c'est-à-dire une représentation du territoire moins proche des gens. Donc ça, c'est quand même un élément important. Si vous regardez d'ailleurs la nouvelle carte des cantons, vous avez vraiment beaucoup de choses complètement ahurissantes. Vous aviez souvent dans les anciens cantons, par exemple pour les villes moyennes de la région parisienne, la ville équivalent à un canton, par exemple pour Villeneuve-le-Roi, et maintenant vous avez des cantons à cheval sur 2 villes, etc. Voilà. Donc c'est un recul du localisme, et c'est un recul de la démocratie. Donc ça c'est une chose importante. Il faut rappeler que dans le schéma des élections, avant cette diminution par 2 du nombre de cantons, il y avait eu un critère qui n'était que très partiellement respecté, mais enfin il faut quand même le rappeler, c'est que en gros, il y avait théoriquement un canton, oui, pour 25 000 habitants, et donc un élu au conseil généraux, devenu conseil départementaux, pour 25 000 habitants. Pour les conseillers régionaux, c'était un élu pour 50 000 habitants, donc 2 fois plus. Et pour les députés, c'était environ un élu pour 100 000 habitants. Voilà quelle était un peu l'architecture, qui est complètement modifiée de manière absurde. Ensuite, il y a donc cette réforme très importante. Il y a un deuxième élément très important de ces élections, de ce contexte des élections départementales, c'est qu'on se demande, d'une part, si ce ne sont pas les dernières élections départementales qui auront lieu, et quel sera l'avenir des départements, puisque le gouvernement Valls envisage de les supprimer, et quels seront par ailleurs, ce n'est pas encore fixé, donc c'est le paradoxe, nous allons voter avant que soient déterminées les compétences du département, puisque tout ça est en chantier. Donc on est dans le flou le plus complet et dans le déni de démocratie. Et avant, les régionales étaient couplées plus ou moins au même moment avant, ou je me trompe Non, les régionales n'étaient pas couplées aux mêmes dates. Et par ailleurs, les élections départementales, que l'on appelait auparavant cantonales, se faisaient par des renouvellements par moitié, alors que là, elles se font, c'est d'ailleurs l'un des rares points positifs, elles se font partout en France, donc en l'occurrence, l'enjeu politique est plus fort, puisque tout le monde vote, et non pas seulement la moitié des électeurs inscrits. Et voilà.
est-ce que on peut y voir un parallèle avec comment dire le redécoupage des régions qui a été qui est en cours aussi? Est-ce que c'est une stratégie globale? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait au coup par coup, à votre avis? Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes en plus, vous êtes urbaniste en fait aussi, donc vous connaissez bien ces questions. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est effectivement intéressant, Pierre-Antoine, de voir un peu comment cette réforme des élections départementales et cette mutation du département, peut-être cette future disparition, s'articule avec la grande réforme des régions. Alors, il y a dans ce que fait le gouvernement, il y a un mélange d'amateurisme, hein, bien sûr, d'improvisation sur des coins de table parfois, de négociations politiciennes, politicardes même, mais il y a aussi une ligne directrice. Hein. Si on ne comprend pas la ligne directrice, on passe à côté de l'essentiel. Alors, la ligne directrice, c'est que le gouvernement veut favoriser les métropoles, donc des structures de coopération intercommunale technocratique, comme par exemple le Grand Paris à Paris, le Grand Bordeaux, le Grand Lyon, etc. Donc, des structures qui évidemment vont largement éclipser les départements dans les villes concernées, hein, c'est-à-dire aussi bien le département de la Seine que les départements de la Petite Couronne en banlieue parisienne, le département de la Gironde, puisqu'il y a du Grand Bordeaux, qui n'aura plus grand-chose à faire, puisque tout sera fait par le Grand Bordeaux. Donc il y a cette politique sur deux pieds du gouvernement, donc favoriser les métropoles, favoriser aussi les grandes régions, d'où le redécoupage régional qui à la fois laisse pour des raisons politiciennes quelques petites régions comme la Bretagne qui ne récupère même pas la Loire-Atlantique, garde les Pays de Loire qui est une région peu cohérente, qui en tout cas dans sa forme actuelle n'avait pas de raison de subsister, aurait mérité un redécoupage, d'ailleurs sans doute plus restreint, autour des villes du Mans et des villes d'Angers, le Maine et l'Anjou. Et par ailleurs, la réforme régionale, donc à la fois très timide pour certaines régions comme la Bretagne et les Pays de Loire, et assez délirante en créant d'énormes régions, comme Auvergne fusionnée avec Rhône-Alpes, alors que la fusion d'Auvergne aurait pu être souhaitable, mais uniquement avec la région proche du Limousin. Et par ailleurs, crée notamment une énorme région caractéristique de ce que le gouvernement souhaite faire, les hyper-régions, l'énorme région Champagne, Lorraine, Alsace, donc qui dilue toutes les identités, aussi bien alsaciennes, lorraines que champenoise, même si l'identité champenoise est certes sans doute un petit peu moins marquée que les deux précédentes, mais elle existe néanmoins. Et donc là, on a des régions énormes. Et donc éloignement en fait du pouvoir local des citoyens. Et cet éloignement sera d'autant plus important que je crois que tout le monde le sait, je le rappelle, le mode de scrutin au régional est proportionnel avec prime majoritaire, qui est un scrutin qui permet à la fois de gouverner et de représenter les petits, pas forcément les petits partis, mais en tout cas les moyens partis, mais qui par contre a quand même l'inconvénient de ne pas assurer aux conseillers régionaux un ancrage local. Voilà un peu ce que je souhaitais brosser. Donc, entre les hyper-régions de la réforme Valls et les métropoles, on a un peu du mal à voir quelle sera la place des départements. C'est bien pour cela que le gouvernement a programmé, dit-il, leur suppression. Voilà. Alors, leur suppression qui serait pour quand, d'après vous, en fait? Alors, le gouvernement a parlé des années 2020, etc. Alors, il est certain que l'une des places qui vont rester jouables pour le département, c'est l'expression en quelque sorte de la ruralité. C'est-à-dire que dans la partie du territoire national qui n'est pas couverte par des grandes métropoles, donc c'est
évidemment l'immense partie du territoire national n'est pas couverte par des grandes métropoles, qui n'est pas qui était donc dans la partie essentiellement rurale. Il est certain que le département sera largement indispensable comme expression de cette ruralité ou des zones périurbaines, les zones périurbaines étudiées notamment par Christophe Guilluy. Oui, c'est ça. Le département sera nécessaire, d'autant qu'il garde lui un mode d'élection malgré tout au scrutin majoritaire, donc sur la base d'élus de circonscriptions qui sont en quelque sorte les anciens cantons, enfin qui continuent de garder le nom de cantons, donc les circonscriptions départementales que sont les cantons. Et donc la légitimité des élus locaux des départements est en quelque sorte plus forte par rapport à un ancrage territorial que celle des élus régionaux, puisque les élus régionaux sont, je le rappelle, élus à la proportionnelle. Donc il y a d'autant plus d'absurdité à supprimer les départements que l'on crée des hyper-régions. En fait, c'est l'élément essentiel, c'est que il eût été possible, et peut-être même souhaitable, d'aller vers une suppression des départements, à condition de garder des régions à taille humaine, ce qui était le cas des 22 régions précédentes, qui nécessitaient quelques redécoupages, mais qui, dans l'ensemble, étaient des régions à taille relativement raisonnable. Mais à partir du moment où on crée une dizaine d'hyper-régions, élues de surcroît à la proportionnelle, là, par contre, on ne peut que souhaiter la non-disparition, on ne peut que souhaiter la pérennité du département, pour le coup, car c'est quand même un lieu d'expression locale démocratique. Voilà. Mais alors, justement, donc vous avez parlé des travaux de Christophe Guilluy, là vous avez évoqué ça. Est-ce que on peut voir au travers de, si on va dire, si on dézoome un petit peu sur du local peut-être au global, finalement, est-ce que le projet, peut-être même au niveau mondial, en tout cas en Occident, ce n'est pas d'arriver à des unités d'à peu près au moins 1 million d'habitants et qui seraient plus connectés réellement à une histoire ou un territoire national, mais qui seraient interconnectés au niveau global, et la métropole de Paris traitant avec la métropole de Shanghai, traitant avec la métropole de Nice-Gênes-Turin, voilà, dans une sorte de, comme les cellules de base de la ruche globale finalement. Oui, alors tout à fait, Pierre-Antoine. C'est-à-dire que la tendance est au gigantisme et à la métropolisation. Donc ça, c'est la tendance mondiale. Donc c'est l'oubli, l'abandon de tous les territoires qui ne sont pas en quelque sorte des territoires dominants et compétitifs dans une compétition, encore une fois, non seulement européenne, mais mondiale, puisque l'Union européenne actuelle n'est que le marchepied de la mondialisation. Ce n'est pas un échelon de souveraineté. Ce n'est pas une écluse permettant d'affronter ce qui se mondialise, qu'on le veuille ou non. C'est un marchepied pour nous jeter dans une mondialisation, bien entendu, sauvage. C'est la logique du capitalisme sauvage et du libéralisme. Voilà. Donc, effectivement, la logique, c'est effectivement, en France, non pas 22 capitales régionales, puisqu'il y avait 22 régions, c'est tout simplement de ne viser que 6-8 grandes métropoles, et concrètement on abandonne absolument tout le reste. Voilà. Donc c'est la course au gigantisme qui vide la démocratie de toute substance, parce que la démocratie, c'est aussi une question d'échelle. On le voit aussi d'ailleurs dans l'intercommunalité. Il y avait déjà un certain nombre d'intercommunalités en place en région parisienne, qui vont être absorbés par une macro-intercommunalité technocratique et autoritaire qui sera le Grand Paris. Et déjà, les intercommunalités étaient souvent tombaient dans le gigantisme. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, le Grand Paris Seine-Ouest, qui regroupait environ 350 000 habitants. Et donc, à partir de là, on n'est plus dans une échelle démocratique. Il est évident que
les intercommunalités sont nécessaires dans des petites villes. Prenons le Pré-Saint-Gervais qui fait même pas 15 000 habitants. On peut certes souhaiter que le Pré-Saint-Gervais ait une intercommunalité, par exemple avec la ville des Lilas, ou éventuellement avec la commune de Pantin qui est à côté. Il y a environ 50 000 ou 60 000 habitants. Par contre, au-delà de 100 000, on n'est plus dans une intercommunalité qui permet de faire des choses. On est dans un déni de démocratie. On est dans le gigantisme, et à partir de là, les citoyens ne peuvent plus décider de ce qui les concerne, ne peuvent plus agir en quelque sorte sur leur futur. Donc l'intercommunalité elle-même doit être favorisée entre petites communes. Il est évident que dans les zones rurales, quand il y a 5 communes d'environ 1000 habitants, l'intercommunalité est tout à fait nécessaire, mais par contre elle doit être freinée dans les grandes agglomérations, car l'intercommunalité, au-delà de 100 000 habitants, est tout simplement le déni de la démocratie. Donc, non seulement, en termes d'intercommunalité, il faut à la fois des lois pour la favoriser en dessous d'un certain seuil, mais pour la freiner, voire l'interdire au-dessus d'un certain seuil. Vous voyez toute la subtilité est là. C'est-à-dire que autant il est nécessaire d'avoir des blocs de 20 000, 40 000 habitants dans des zones rurales pour pouvoir peser dans des négociations de projets, autant le gigantisme au-delà de 100 000 habitants doit être freiné dans les zones urbaines. Il faut au contraire retrouver l'échelle locale dans les zones urbaines, parce que c'est à l'échelle locale que les citoyens peuvent agir, intervenir sur des projets d'aménagement de quartier ou autres. C'est ça. Mais justement, en plus, il y a vraiment un chevauchement des institutions avec même la métropole elle-même, qui après le président de la métropole peut vraiment faire une sorte de chantage sur les petites communes qui en leur disant qu'ils n'auront pas les infrastructures nécessaires s'ils ne suivent pas un peu les orientations générales. C'est-à-dire, on peut voter même localement pour un élu, mais cet élu, il n'a plus du tout les mains aussi libres qu'avant, dans la mesure où il est enchaîné dans la métropole, en fait. Tout à fait. Il y a aussi des politiques de peuplement dans lesquelles, par exemple, le maire d'une ville-centre envoie des populations qu'il souhaite écarter de son centre-ville. Oui. Dans des communes périphériques. Pourquoi? Parce qu'en tant que maire de la ville-centre, il est souvent aussi président de la communauté d'agglomération, donc il a le pouvoir de faire ce que Manuel Valls appelle une politique de peuplement, oui, qui est en fait une politique d'assignation à résidence des populations. Donc, tout cela est antidémocratique. Et on voit après se créer des centres-villes, on va dire, muséifiés ou très consuméristes, qui seront bientôt interdits aussi aux voitures, et avec des périphéries complètement où on relègue tout ce qu'on veut plus voir tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr, où effectivement s'instaure parfois une politique d'apartheid, au sens où certaines populations sont complètement communautarisées, ethnicisées, où il y a des quartiers où les Français de souche se sentent exclus, et d'autres quartiers où effectivement sont regroupées toutes les populations immigrées. Voilà, donc toute une politique finalement de ghettoisation. Voilà. Et alors justement, vous qui avez cette formation d'urbaniste, est-ce que vous avez eu une idée, est-ce que vous avez vu peut-être dans votre expérience à quel moment a eu lieu vraiment un changement dans la vision de la ville et de l'urbanisme? Par exemple dans les années 70 ou les années 80, de quand datait cette vision un peu globaliste de l'urbanisation? Alors, de toute façon, les questions de la ville sont très liées aux questions de l'immigration. L'immigration est devenue excessive à partir du milieu des années 70, à partir de la politique de regroupement familial, et à partir de là, il y a eu un délitement de la ville et un abandon d'un certain nombre de quartiers à un peuplement finalement complètement ethnicisé. Alors tout ça s'est fait malgré tout avec des efforts de réhabilitation du bâti, qui sont une bonne chose, parce qu'évidemment
c'est pas superflu de réparer les ascenseurs, mais ceci étant, à partir du moment où dans beaucoup de quartiers, la population française de souche devenait complètement minoritaire, voire avait une présence qui devenait quasiment anecdotique, eh bien, l'assimilation ou l'intégration, quel que soit le mot que l'on emploie, de toute façon, la querelle sémantique n'est pas très importante, ça change pas grand-chose, ne se fait plus, puisqu'effectivement, il n'y a plus une souche française, en quelque sorte, de culture française, autour de laquelle peuvent s'agréger, s'assimiler les gens d'origine étrangère. Donc la question de l'immigration a quand même une importance absolument énorme dans l'évolution de la vie. C'est absolument indiscutable. Mais justement, ça, ce que vous dites est très important, parce qu'en fait, on a l'impression qu'au niveau, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est le fait d'un enchaînement de choses, tout ça, mais on a l'impression qu'au niveau de l'urbanisme et tout, a été pensé vraiment l'éclatement des communautés autochtones, qui n'est plus jamais de centre. Autrefois, si on remonte, enfin depuis l'Antiquité, on agglomérait toujours les centres urbains autour de soit de l'autorité civile, soit de l'autorité religieuse. Et par exemple, si on allait fonder, si y avait un excès de population, on allait fonder une nouvelle cité avec les rites qui allaient avec. Et on se demande par exemple à notre époque pourquoi on ne fonderait pas des nouvelles villes ou de nouvelles communes. Non, au lieu de ça, on a toujours cette espèce d'étalement urbain, de périphérie, de banlieues et de pavillonnaires qui s'étend à l'infini. Et au milieu de ça, effectivement, on a ce mitage de population étrangère. Alors, selon vous, est-ce que c'est pensé de manière à nous asservir, ou bien est-ce que c'est finalement une chose qui se fait presque d'elle-même, ou peut-être les deux? Comment dire, ce qui me paraît important, vous parliez de rite, c'est qu'effectivement la fondation d'une ville, c'est un acte qui relève souvent, c'était le cas chez les Romains, du sacré. Mais à partir de là, pour qu'il y ait sacré, il faut qu'il y ait quand même une communauté de culture des fondateurs de villes. Donc on en revient quand même à la question du multiculturalisme, qui ne marche pas, qui ne marche pas. Et donc moi je ne crois pas du tout que la solution de sortie soit le multiculturalisme. Je lisais très récemment une réflexion intéressante de Julien Rochedy là-dessus. Je ne suis pas convaincu. Je pense que l'assimilation est la seule solution. Vous voulez dire sur l'organisation du communautarisme ou l'assimilation, c'est ça? Je crois pas que l'on doive organiser le communautarisme. Je pense qu'on doit avant tout le faire diminuer, parce que ça dépend évidemment de ce qu'on appelle communautarisme, mais je pense que l'assimilation est la seule solution, comme à l'image, pour une fois je serais d'accord avec Alain Minc, de ce qu'avait fait Napoléon avec les Juifs dans les années 1800, et je pense qu'effectivement il faudrait que dans les mosquées, il y ait une prière pour la République française. Je suis tout à fait sur cette ligne qui est profondément assimilationniste. Effectivement. Pour arriver à ça, il faudrait... Qui n'exclut pas d'ailleurs, qui n'exclut pas le moins du monde, la liberté du culte musulman, précisément, mais qui consiste à ce qu'il y ait une sorte d'obligation... d'amour de la République française. Donc, le problème est que l'assimilation est rendue impossible par par l'arrivée permanente de nouveaux immigrés, en fait. Bien entendu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un certain nombre d'immigrés qui votent Front National. C'est que précisément un certain nombre d'immigrés assimilés se rendent bien compte que leur propre assimilation, qui encore une fois ne consiste pas à renier, parce qu'on donne parfois des définitions totalement caricaturales de l'assimilation, ça consiste absolument pas à cracher sur ses origines ni à la renier, mais ça consiste par exemple à donner à ses enfants un nom d'origine française. Ça me paraît totalement naturel. Moi, si personnellement je m'étais installé en Turquie à l'âge de 18 ans avec la volonté très ferme de passer toute ma vie en Turquie et d'y mourir, si j'avais fondé une famille en Turquie, j'aurais trouvé totalement normal de donner à mes enfants des prénoms turcs. Ça me paraît totalement normal. C'est-à-dire que si on a vraiment le choix, non
non pas seulement de passer 5 ans dans un pays pour ramener un peu d'argent dans son pays d'origine ensuite, mais d'y faire sa vie, d'y vivre avec sa femme, ses enfants, etc., eh bien, il me paraît totalement normal de donner à sa progéniture des prénoms du pays d'accueil, oui, mais... puisqu'on a décidé d'y mourir. Donc là-dessus, oui, mais beaucoup se font... Il faudrait d'ailleurs interdire tout prénom d'origine non française. Beaucoup se font justement enterrer dans leur pays d'origine, ce qui est la preuve qu'en fait ils sont là d'une certaine manière dans leur esprit temporairement, même s'ils restent toute leur vie. En fait, est-ce qu'on ne devrait pas admettre qu'on est rentré du fait de la technique qui permet de se déplacer facilement, qu'on est rentré dans une ère de diaspora en fait, et que ces gens-là se côtoient finalement des communautés humaines avec des valeurs et des représentations différentes, mais sur des territoires. Malheureusement, la France est un territoire assez exigu, c'est-à-dire et d'une certaine manière, ces gens-là, s'ils avaient voulu prendre un prénom chrétien, ou de culture européenne, c'est un peu tard, puisque maintenant les jeunes eux-mêmes ont des prénoms d'origine étrangère, donc d'origine non européenne. Non européenne, donc c'est pas eux qui, la génération successive, alors qu'ils seront encore plus nombreux, vont se mettre à s'appeler Christian, Pierre, Jacques, ou voilà. Donc, est-ce que finalement on ne devrait pas vraiment, non pas forcément organiser le communautarisme comme le texte là du jeune là dont vous parlez, mais vraiment penser plutôt le fait que ces gens-là peuvent être là, en fait, découpler la citoyenneté de la nationalité et arriver même à comment dire, à une citoyenneté à plusieurs niveaux, quoi. Alors, c'est effectivement une solution, mais qui a ses limites, de découpler la citoyenneté de la nationalité. En d'autres termes, j'explique comment je vois les choses. Au niveau de l'Europe, par exemple, on pourrait parfaitement avoir une citoyenneté européenne et une nationalité française, croate, corse, slovène, etc. Par contre, on imagine quand même assez mal qu'on ait une nationalité marocaine et une citoyenneté française ou une citoyenneté européenne à partir du moment où le Maroc, c'est bien normal, ne fait pas partie de l'Europe. Donc il y a des limites au découplage. Le découplage sous-entend quand même que la nationalité soit inclue dans la citoyenneté. C'est-à-dire que la citoyenneté peut dépasser la nationalité, mais elle ne peut pas la contredire. C'est là toute la difficulté. Elle ne peut pas la contredire, mais... On ne peut pas demander à un national tunisien d'avoir la citoyenneté française sans le rendre schizophrène. Il y a un principe de cohérence, si vous voulez. Il pourrait se sentir... un peu comme à l'époque de l'Empire romain, tout le monde n'avait pas la citoyenneté romaine, mais chacun avait sa nationalité, et certains avaient la citoyenneté romaine, qui leur donnait accès... Oui, mais attention, mais ça veut dire... Mais quand on parle de ça, on parle de gens qui étaient dans les frontières de l'Empire romain. Sauf que le Maghreb, par exemple, n'est pas dans les frontières de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, là, il y a une contradiction. Non, je parle pour ceux qui sont présents sur notre territoire, je parle. C'est-à-dire ils ne peuvent être que citoyens français ou étrangers. Et moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des gens qui aient des droits et des devoirs d'étrangers en France. C'est-à-dire qu'en tant qu'étrangers, ils ont par définition moins de devoirs. Ils n'ont pas le devoir de défendre la patrie française, par exemple. C'est bien normal. Oui. Ils ont aussi, bien entendu, ils doivent avoir, bien entendu, moins de droits, puisque n'ayant pas les devoirs d'être français, ils n'ont pas le droit, par exemple, d'élire le président de la République. Si vous voulez, moi je pense qu'il faut un statut des étrangers parfaitement respectueux des étrangers en tant qu'étrangers, mais ne pas vouloir effectivement les rendre français à tout prix. Et par contre, ceux qui veulent être français, quelle que soit leur origine culturelle, ethnique, raciale, que sais-je, religieuse, etc., quelle que soit leur appartenance religieuse, doivent pouvoir devenir français, mais à partir de là, effectivement, ils ne doivent pas pouvoir garder leur nationalité autre. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, le découplage nationalité-citoyenneté, je suis pour, mais à l'intérieur, si je puis dire, d'une sphère, d'un empire, puisque je défends un petit peu l'idée de l'Europe comme fédération
hein, comme empire fédéral en quelque sorte. Mais par définition, ce découplage n'a pas de sens pour des gens qui garderaient une nationalité qui n'est pas celle de l'Europe. Oui, ah non, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être de nationalité d'un pays africain ou asiatique ou autre, et de citoyenneté française ou européenne. Ça, ce n'est, à mon avis, pas possible. Voilà. Par contre, évidemment, on peut être de nationalité malte et de citoyenneté de nationalité maltaise et de citoyenneté européenne. Si Malte est dans l'Europe, Oui, bien sûr. Il n'y a évidemment pas de problème. Mais en fait, je pense que comment dire, on pèse mal un phénomène, c'est que si on veut, l'ère occidentale étant pour nos élites à tous les niveaux quelles que soient ces élites, depuis nos élites politiques locales qui gèrent la France comme un peu le syndicat d'un immeuble, jusqu'aux vraies élites financières, toutes ces personnes, l'Occident n'est que la matrice d'un futur ordre global, voire d'un gouvernement mondial. Donc en fait, nous-mêmes, nous sommes, en fait, il y a un changement permanent, un changement dans la technique, changement dans l'urbanisation, changement dans les mœurs, qui s'accélère toujours, et finalement les populations du tiers-monde montent vers l'Europe, parce que c'est l'endroit où a lieu cette transformation et où ils peuvent eux-mêmes sortir de leurs conditions périphériques par rapport au mondialisme qui est en train de se construire comme une cité globale. Enfin, et je pense que face à ça, justement l'assimilation, tant qu'on met pas un frein, si on n'a pas comment dire, une limite réelle à ce que c'est que l'Europe ou à ce que c'est que la France, l'assimilation ne peut pas marcher, parce qu'on aura toujours un afflux nouveau de population, et du simple fait aussi du différentiel entre les services sociaux qu'on propose nous bien entendu, surtout en France. Alors bien entendu, encore une fois, qu'est-ce que l'assimilation? Pour moi, c'est pratiquer la religion musulmane n'est pas en soi incompatible avec l'assimilation. L'assimilation, pour moi, c'est un certain nombre de choses essentielles. Par exemple, c'est parler français, y compris parler français dans sa famille. Ça me paraît un élément essentiel d'assimilation. S'il n'y a pas au moins une assimilation à la langue, oui, ça ne marchera jamais, c'est évident, ça ne marchera absolument jamais. C'est apprendre l'histoire de France, c'est un certain nombre de choses de ce genre, c'est se projeter dans un avenir français. Ça me paraît quand même la moindre des choses que l'on puisse attendre de gens qui, encore une fois, ne viennent plus comme immigration de travail, mais viennent pour faire leur vie en France, eux et leurs enfants. Donc à partir de là, ça me paraît vraiment le minimum que l'on doit exiger. Voilà. Alors ensuite, quant à la mondialisation, je crois qu'il y a quand même un double mouvement d'accordéon. Bien sûr que la mondialisation se continue. Néanmoins, la crise écologique, l'épuisement des ressources naturelles va peut-être amener à des relocalisations au niveau des continents. Ce n'est pas à exclure. Hein, ce n'est pas à exclure. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce qui est certain, c'est qu'il est absolument dramatique que l'Afrique se vide d'un certain nombre de gens dont certains sont tout à fait dynamiques, sont ingénieux, etc., ont des atouts, et qui pourraient aider leur pays d'origine à vivre mieux. Et donc ça, c'est ce pillage en quelque sorte des élites, le nombre de médecins africains, par exemple, qui viennent travailler en France alors qu'il y a besoin de tant de médecins en Afrique, c'est tout de même tout à fait dramatique. Donc ça, c'est un phénomène vraiment extrêmement négatif, et je crois que la relocalisation des économies et des peuples est tout à fait nécessaire. Mais justement, par exemple, si pour des médecins africains qui vont venir en Europe, on a des médecins européens qui vont, eux, aller être débauchés aux États-Unis, où ils auront des meilleures conditions de travail qu'en France ou en Europe. Donc en fait, cette espèce de jeu de chaises musicales au niveau mondial et au niveau simplement de l'intérêt économique des gens, c'est ça qui est très difficile à réguler, et où est-ce qu'on met la limite, et c'est ça qui est très compliqué à une époque où en fait tout le monde peut se déplacer et très facilement en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais là-dessus,
je ne sais pas si, comme disait Marx, l'homme fait son histoire, Oui. mais il ne sait pas forcément l'histoire qu'il fait. Bon, ce qui me paraît souhaitable, c'est que chacun à son niveau, partout sur la Terre, essaye de raisonner non pas en termes individuels, je vais m'en sortir, je vais devenir milliardaire, comme disait récemment le ministre Emmanuel Macron. C'est bien que les jeunes rêvent d'être milliardaires, c'est bien que les jeunes souhaitent devenir milliardaires, ça me paraît une mauvaise réponse. Non, je pense que chacun doit légitimement aspirer à vivre bien, mais pas tout seul, pas sans les autres, pas sans son clan, pas sans sa famille, mais avec sa communauté, avec son peuple, avec ses parents, avec ses cousins, et dans le territoire qui donne sens à sa vie. On ne peut pas, on n'existe pas indépendamment du fond sur lequel nous sommes apparus. Or, ce fond, ce sont des peuples, ce sont des paysages, ce sont des cultures, et on doit rester chacun fidèle à son peuple, tout simplement. Chacun doit rester fidèle à son peuple. Autrement, nos vies n'ont pas de sens, n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de valeur, tout simplement. Mais justement, est-ce que il n'est pas finalement à une époque où tout bouge en permanence, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de se lier précisément à une communauté? Et donc, alors c'est pas forcément le communautarisme à l'américaine, mais à se dire bon, finalement, un peu ce que font donc maintenant les immigrés afro-maghrébins chez nous, c'est-à-dire finalement ce qui compte c'est la communauté à laquelle j'appartiens, le territoire sur lequel je suis, bon bah c'est transitoire, et en fait se vivre finalement à une époque comme un peu comme des diasporas, et nous-mêmes en Europe se vivre un peu presque comme en Amérique se vivre. Nous sommes les autochtones, nous sommes les peuples natifs européens, comme il y a des peuples natifs américains, mais on est d'une certaine manière forcé de cohabiter avec des gens qui n'ont pas vocation à rester là éternellement, mais qui de fait sont là parce que les aléas de l'histoire et des conditions dont on ne soit pas maître les ont amenés là, mais de se vivre finalement chacun quand même comme des entités un peu avec nos propres continuums historiques. Oui, qu'il y ait des entités autonomes, c'est une évidence, ça a toujours existé, hein, c'est pas forcément ethnique. Oui, voilà, ça. Dans les années 40, 50, les ouvriers métallurgistes avaient une forte identité liée à leur profession, pour le coup, et ni à leur origine géographique, ni à leur origine ethnique, ni à une quelconque spécificité religieuse. Bien entendu que les gens qui partagent la foi en l'islam gardent des liens entre eux, c'est tout à fait naturel. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait au-dessus de cela l'amour de la France. Moi là-dessus, je me retrouve assez bien dans ce que dit Éric Zemmour. Je crois que si on ne met pas au-dessus de ça l'amour de la France, si on est purement communautariste, comme sur le fond l'avait souhaité à beaucoup d'égards d'ailleurs Sarkozy, hein, c'est-à-dire qu'en gros que les communautés fonctionnent, une sorte de comment dire, de salafisme marchand, hein, de salafisme moderne. Il y a eu un certain l'islam de marché, ce qu'on a appelé l'islam de marché. Eh bien non, moi à cela je préfère l'islam patriote français, et pas seulement l'islam, ça vaut aussi pour toutes les autres communautés. La communauté juive, par exemple, a à la fois défendu sa spécificité culturelle et a toujours été patriote française. En tout cas, elle l'a été pendant les 2 dernières guerres mondiales. Donc, eh bien, tout simplement, et d'ailleurs beaucoup de musulmans l'ont été aussi pendant ces 2 guerres. Eh bien, je pense que ce que l'on attend des autres communautés, c'est tout simplement la même chose, ni plus ni moins. C'est certainement pas de renier leur spécificité culturelle. Oui, mais le problème c'est qu'on n'est plus forcément à la même époque et comment dire, les gens se sentaient obligés d'aimer la France parce que la France était un tout inclusif. Maintenant,
qui les force à aimer je veux dire, on peut leur demander le minimum syndical, ça serait qu'ils respectent au moins la France et l'endroit où ils sont, mais de là à l'aimer, je sais pas. Moi, enfin, un exemple simple, c'est, par exemple, si moi dans le sud là où j'habite, par exemple une ville comme Grasse, qui maintenant est vraiment en grande majorité, surtout chez les jeunes, peuplée de gens issus de l'immigration. Bon, il y a une partie des gens qui vont être des gens qu'on peut considérer comme assimilés, même s'ils n'ont pas même forcément un prénom chrétien ou quoi que ce soit. Mais par exemple, ils n'auront pas, enfin, est-ce qu'ils peuvent habiter un endroit, mais ils ne communient pas avec l'esprit du lieu. Ils vont pas, on le voit, je sais pas si on va faire les activités qu'aiment bien faire les Européens de souche, c'est aller aux champignons, aller faire des randonnées, aller faire des choses. Vous ne verrez pas des gens issus ou très peu des communautés afro-maghrébines, même quand ils sont là depuis plusieurs générations, parce que à part des exceptions de personnes qui effectivement, mais généralement ça ne leur parle pas. Ils vont pas se sentir, comment dire, attirés par ça, parce que ce n'est pas eux d'une certaine manière. Donc finalement, c'est même. Oui, alors je suis d'accord. Je pense que c'est parce qu'il y a un travail d'éducation populaire qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Ce travail d'éducation populaire, c'est à mon avis un autre nom de l'assimilation ou de l'intégration. C'est avant tout un formidable travail culturel que nous n'avons pas fait depuis 50 ans et nous le payons. Mais est-ce qu'on l'a pas fait parce que d'une certaine manière, dans l'inconscient, même des gens hypocritement universalistes ou trotskistes ou gauchistes, il y avait en fait une barrière presque ontologique qui faisait que en fait ils n'avaient pas envie, les éducateurs, même les éducateurs de gauche n'avaient pas envie d'aller vers ces populations-là en fait. Et ils avaient un discours qui était le discours officiel, qui finalement est un discours entre Français en fait, quoi. C'est-à-dire on s'affronte entre Français avec des discours universalistes ou particularistes ou nationalistes ou voilà. Mais en fait, d'une certaine manière, ontologiquement, il y avait une barrière avec ces populations. Oui, alors le problème, si on prend un peu de recul, le problème c'est que l'Occident voit toujours l'autre comme destiné à devenir le même. Oui, oui. Ça, c'est vraiment la logique de l'Occident. Mais c'est un peu ça l'assimilation quand même. Autre qui restera autre, mais toujours comme destiné à devenir le même. C'est pourquoi je pense que donner, comme on le fait, la nationalité française, la distribuer à des gens qui ne savent même pas qu'ils sont français et qui, bien souvent, ne le veulent pas, c'est une absurdité. Il faut respecter l'étranger en tant qu'étranger et ne pas considérer que l'étranger a forcément vocation à devenir français. À l'inverse, s'il veut devenir français, il faut bien sûr le faciliter, mais il faut que ça soit une démarche volontaire. Il faut lui montrer que la porte est ouverte, en quelque sorte, mais il ne faut pas le faire entrer de force. Or, nous, on fait entrer tout le monde de force, on leur dit, ça y est, maintenant vous êtes français. Oui. Alors, un certain nombre de gens qui en sont heureux et qui l'assument sincèrement, et c'est très bien, mais aussi un certain nombre de gens qui ne se sentent pas français. On sait très bien qu'une bonne partie des terroristes des récents attentats avaient la nationalité française. Est-ce qu'ils se sentaient français? Non. Donc il faut que ça soit un acte volontaire. Donc il faut bien entendu une réforme du code de la nationalité. Oui. Donc il faut qu'on puisse devenir français. Or, bien entendu, des critères raciaux. Donc là, évidemment, je ne suis pas d'accord avec une certaine mouvance qu'on pourrait appeler ultra-identitaire. Oui. Le terme est un peu piégé. Oui. Pour être peut-être plus précis, une certaine tendance qu'on pourrait appeler racialiste, oui. qui s'appelle d'ailleurs racialiste, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire raciste, c'est encore autre chose. Mais je ne suis pas non plus tant d'accord avec une sorte de baptême forcé de gens dont certains n'ont pas envie d'être français, et c'est bien leur droit. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'en quelque sorte, c'est une promotion. Et on ne voit pas l'envers de notre pensée. Si on considère qu'être français est une promotion, ça veut dire quand même implicitement que nous considérons que ne pas l'être, c'est moins bien. Qu'être malien ou qu'être vietnamien, c'est moins bien. Or non, il faut dire très clairement que ce n'est pas moins bien, que c'est tout simplement... c'est pas non plus mieux, c'est tout simplement autre chose, et qu'après c'est un choix. Mais précisément, un choix qu'il est parfaitement respectable de vouloir rester de sa nationalité, mais qu'il est aussi bien sûr respectable, si on le ressent intérieurement, de vouloir être français. Je discutais récemment avec un Colombien qui est
travaille en France depuis quelques dizaines d'années, qu'on peut considérer comme parfaitement intégré. En plus, bon, les cultures de l'Amérique du Sud sont quand même pas très éloignées des cultures européennes, langue espagnole, religion catholique, etc. Oui. Mais il me dit, bon, moi, finalement, pour l'instant, j'ai gardé ma nationalité colombienne. Voilà, c'est vrai que je me sens colombien. C'est bien entendu tout aussi respectable que s'il avait décidé de prendre la nationalité française. C'est un choix. Mais on ne doit pas, par exemple, imposer, si je puis dire, la francisation à cet homme et à sa famille s'il ne le souhaite pas. Et par contre, on doit lui ouvrir la porte s'il le souhaite. Ah oui, mais le problème ne se pose pas, on va dire peut-être pour une personne comme ça qui s'est d'une certaine manière intégrée par son travail, on va dire au système un peu économique. Le problème se pose aux gens qui vont vouloir garder effectivement leur nationalité, leur identité, mais en même temps par le droit du sol acquérir de fait la nationalité française pour leurs enfants et juste pour des avantages et pour des avantages économiques et des droits, mais sans les devoirs qui vont avec. Je ne suis pas favorable à cette forme de droit du sol. Voilà. Ah oui. Tout à fait. Je n'y suis pas favorable. D'ailleurs, il y a beaucoup de malentendus là-dessus, puisqu'en fait, le droit du sang a été créé par la Révolution française et le droit du sol était plutôt un droit d'Ancien Régime. Donc, nous sommes à front renversé là-dessus. Ouais. La plupart des gens qui parlent de ces questions sont parfaitement mal informés. Oui. Voilà, le droit du sang n'a rien d'un droit racial. Ah oui, tout à fait. Non, la vraie question, c'est tout simplement de choisir à un moment donné, très clairement, on ne peut avoir qu'une citoyenneté. On pourrait imaginer qu'on est à la limite deux nationalités, mais on ne peut avoir qu'une citoyenneté. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que quelqu'un ait à la fois une nationalité autrichienne, une nationalité slovène, par exemple, parce que son père est autrichien, et que sa mère est née à 50 km du côté de la Slovénie, qui est limitrophe. Mais par contre, à un moment donné, la citoyenneté, il faut choisir. Il faut choisir très clairement. La citoyenneté, on peut en avoir qu'une. La nationalité, c'est-à-dire les héritages culturels, on peut en avoir plusieurs. Oui. Voilà comment se fait l'articulation. Alors comment est-ce qu'on peut arriver finalement en fait ce que vous essayez d'articuler c'est le différentialisme avec l'assimilation. D'ordinaire on oppose souvent les deux, on dira l'assimilation est plutôt jacobine, c'est le modèle français, c'est justement comme vous dites on veut réduire l'autre au même, et la différence c'est un peu chacun reste dans sa sphère et voilà. Mais donc vous votre discours c'est d'essayer d'articuler les deux en fait, c'est un peu ça. Tout à fait, c'est-à-dire que fondamentalement il y a le domaine du politique et il y a le domaine des héritages culturels. Alors dans le domaine du politique il faut choisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de même qu'on peut pas être à la fois membre du Parti communiste et d'Europe Écologie ou membre du Front National et de l'UMP, il faut choisir. Voilà. Ensuite, par contre, on peut avoir évidemment ces héritages culturels articulés à l'appartenance politique, mais le domaine de la citoyenneté, c'est le domaine du politique. Donc là, il y a qu'un choix possible. Il y a qu'un choix possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore de citoyenneté européenne. Encore une fois, s'il y avait une citoyenneté européenne, je pense qu'on pourrait parfaitement avoir une voire deux nationalités, issues de différents pays d'Europe, et la citoyenneté européenne. Mais par contre, encore une fois, cette citoyenneté, elle est unique. Ah oui, mais ça, voilà, oui. Mais vous posez une question fondamentale, c'est justement, on pourrait peut-être finir notre entretien là-dessus, sur la construction européenne. On a l'impression que là, on est coincé entre deux étages, en fait. On n'a plus la souveraineté nationale et on n'a pas non plus une vraie construction, une vraie citoyenneté européenne. Bien sûr, actuellement l'Europe est avant tout un instrument de coercition. Voyez ce qui se passe avec la Grèce, où d'ailleurs il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir que la gauche Syriza, arrivée au pouvoir, finit par accepter, bien entendu, le plan d'austérité. Cela nous fait penser quand même au problème auquel serait confronté
le Rassemblement Bleu Marine, s'il arrive un jour au pouvoir, pas seulement au pouvoir local, mais au pouvoir national. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le rapport de force avec l'Europe. Hein, oui. et on voit François Hollande expliquer, alors que la France elle-même ne respecte pas les injonctions de l'Union européenne, expliquer que la Grèce doit absolument accepter les impératifs des technocrates de l'Union européenne. Donc à un moment donné, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura un rapport de force très fort si les souverainistes arrivent au pouvoir en France, qui nécessitera certainement d'ailleurs de grands sacrifices et qui posera d'ailleurs un problème parce que finalement la logique principale des succès du Front National, à mon avis, c'est en bonne part le souhait de revenir à la France des 30 Glorieuses et des années 60. Oui. Je dis pas ça du tout avec mépris, hein, oui. Je le dis au contraire parce que je considère qu'effectivement c'est une période où la France avait encore la structure mentale, l'armature morale de la Troisième République, hein, donc avec une éducation solide, le respect des enseignants, le respect des valeurs, un taux d'insécurité extrêmement faible dans les années 50. Les gens laissaient les clés sous la porte de leur paillasson et n'étaient jamais cambriolés. Hein. Moi, j'en étais témoin quand j'étais gamin. Le plein emploi. Et par ailleurs, le plein emploi et l'intégration par le travail. Et je pense que c'est tout de même un peu ça qui fait le succès du Front National. Et encore une fois, c'est une nostalgie très honorable. Je pense malgré tout qu'on aura beaucoup de mal à revenir à une société aussi productiviste que dans les années 60, et je pense aussi qu'il y a un véritable danger du productivisme. Et donc toute la difficulté sera d'articuler la souveraineté nationale, la réindustrialisation de la France, mais sous une forme non productiviste, et la construction d'une autre Europe que l'Europe actuelle qui est antidémocratique. Donc ça sera la grande difficulté qui nécessitera, à mon avis, et ça bien sûr ce sera pas facile, une très grande rigueur et peut-être aussi de grands sacrifices, mais néanmoins qui sera rentable à terme, parce que tout simplement ça sera la survie même du peuple français en tant que peuple, maîtrisant son propre destin, qui en sera tout simplement l'enjeu. Soit on réussit cette reconquête de la souveraineté, soit on meurt noyé dans la mondialisation. Ça sera la question. Mais justement, sur ça, enfin au niveau de comment dire, je veux peut-être finir là-dessus, mais il y a eu récemment ce débat télé entre Philippot et Macron, et on voyait justement ces deux visions vraiment qui étaient clairement exposées, hein, la vision souverainiste nationale et justement gaulienne qui se réfère à cette période-là, et effectivement la vision de Macron qui était sur l'économie pure, le libéralisme, et finalement on voyait que, enfin pour moi, enfin je voyais certains arguments malgré tout de Macron et du libéralisme qui disait à Philippot, vous n'arriverez pas à redresser la France juste en restant finalement dans le précaré français, était assez juste. Et on en revient finalement à cette troisième voie européenne qui est quand même la nôtre, c'est que actuellement l'économie française est de fait européenne. C'est-à-dire la seule dimension qui nous permettrait ni d'être comment dire à l'échelle du monde et avec les Chinois et tout, ce serait et ni d'être comment dire relégué en périphérie comme la Grèce, c'est la dimension européenne. Mais on a l'impression que finalement c'est une dimension qu'on n'arrive pas à atteindre parce que peut-être il nous manque une langue commune. Il nous manque qui va vraiment. Pour l'instant, c'est l'Allemagne clairement qui organise l'économie de l'Europe. Et le problème se pose vraiment là. Ce qu'il faut, c'est de la souveraineté. Bon, si on peut pas le faire au niveau national, il faut le faire au niveau européen. Si on peut pas le faire au niveau européen, il faut le faire au niveau national. Mais il faudra bien à un moment donné mettre le cadre définitif, parce que sinon on sera juste englouti dans le libéralisme. Il me semble toutefois que la plupart des coopérations industrielles en Europe qui ont lieu n'ont aucun rapport avec l'Union européenne. Et je pense pas que les souverainistes souhaitent
défaire forcément ce type de coopération. Oui, mais on arrivera forcément à une concurrence entre nations. Uniquement au niveau de la France sera peut-être nécessaire un certain temps, mais ne sera certainement pas tenable longtemps. Je pense que il faut un nouveau protectionnisme, il faut donc un système non pas de barrières et de murs infranchissables, mais un système d'écluses. Et je pense que fondamentalement, ce système d'écluses doit être mis au niveau de l'Europe. Mais alors, évidemment, quelle Europe? Alors, je pense que très clairement, dans un premier temps, ça ne peut être qu'au niveau d'une petite Europe occidentale, au niveau de développement économique comparable. C'est-à-dire, en gros, on revient à peu près à l'Europe des six, à l'Europe des six, éventuellement, avec l'Espagne en plus, mais pas beaucoup plus au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est au niveau d'une grande Europe avec la Bulgarie, la Roumanie, qui n'ont pas la même culture du travail, la même façon de travailler, la même tradition industrielle, on n'arrivera pas à grand-chose. Bon, à mon avis, c'est l'Europe des six, plus peut-être l'Espagne, plus peut-être la République tchèque, mais pas beaucoup au-delà. Effectivement, en gros, cette Europe carolingienne, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, une politique de nouveau protectionnisme sera nécessaire. Il faudra d'ailleurs inciter l'Europe non carolingienne, l'Europe byzantine, l'Europe des Balkans, à son niveau, créer des fédérations, mais des fédérations régionales balkaniques, par exemple, parce que leur intérêt réel n'est pas d'intégrer l'Europe actuelle. Ils croient, ils en tirent des bénéfices à court terme, mais ils vont finir eux aussi noyés dans la mondialisation. Ils vont pas indéfiniment s'en sortir uniquement comme sous-traitants de l'Allemagne. C'est une position de suggestion qui a en fait beaucoup d'inconvénients pour eux, et en fait à terme elle est parfaitement néfaste pour eux. Donc avant de créer une grande Europe, il faut créer plusieurs blocs en Europe, une Union scandinave, une Europe carolingienne, une Europe balkanique, byzantine, une fédération peut-être polono-roumaine, etc., Pologne, Slovaquie, Roumanie, peut-être Ukraine pour le coup. L'Ukraine peut avoir intérêt à faire partie de cela. Enfin, en tout cas, l'Ukraine, l'Ukraine occidentale, l'Ukraine résiduelle, puisqu'il est souhaitable que la partie la plus orientale de l'Ukraine, il est souhaitable qu'elle reprenne son chemin historique de rapprochement avec la Russie. C'est tout à fait nécessaire et légitime. Voilà. Justement, on peut peut-être sur la Russie, c'est que la Russie offre un modèle. Bon, alors la taille lui permet de faire ça, mais on parlait de l'identité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Russie, finalement, il y a une citoyenneté russe, mais après il y a des nationalités autochtones avec dans les régions les langues locales et l'identité locale. Y compris le respect de toutes les religions. C'est ça. Y compris le respect de toutes les religions et notamment l'islam. Si vous voulez, tout ce que demandent les Russes, c'est l'allégeance patriotique et politique. C'est tout. Ils demandent absolument pas aux gens qui sont d'une origine non russe de renier leur culture, de cracher sur leurs origines. Donc c'est tout simplement une citoyenneté, une allégeance politique et un amour de la patrie commune. Et ensuite, bien entendu, le respect de sa culture d'origine, de ses religions d'origine, etc. Mais après, les manettes du pouvoir politique concret sont quand même tenues par les Russes ethniques. C'est malgré tout. Oui. Même si une partie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ah non, je veux dire, c'est pour nous. Des branches. C'est qu'à un moment donné, pour que les choses marchent, il faut quand même un centre. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que on peut rêver à une égalité théorique, mais dans la pratique, ce qui marche, c'est toujours ce qui est animé par une sorte de centre ou de feu fondateur ou de foyer de vie. Et à partir de là, effectivement, oui, c'est pas faux qu'en Russie, ce sont les Russes entre guillemets ethniques qui tiennent les leviers du pouvoir. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous savez, les Arméniens, par exemple, ont toujours cherché la protection du grand ours russe, en quelque sorte, parce que les Russes n'essayaient pas de les assimiler, de leur enlever leur identité arménienne, et en même temps les protégeaient. Voilà. Il y a des peuples qui sont numériquement faibles,
et qui effectivement ont souvent besoin de la protection d'une sorte de grand arbre protecteur. Voilà, cela ne dit rien de leur d'une quelconque infériorité culturelle et humaine. Cela dit seulement qu'il y a des nombres qui comptent dans l'histoire et qu'effectivement un peuple de 5 millions d'habitants a parfois tendance à rechercher la protection tutélaire d'un peuple de 100 millions d'habitants. C'est comme ça, l'humanité est plurielle, elle est aussi inégale en termes numériques, en termes de poids économique, démographique. Il faut faire avec les réalités. C'est ça. C'était pour rappeler que voilà, justement, nous en Europe de l'Ouest, si on veut organiser quelque chose qui peut se rapprocher de ça, il faudra jamais perdre de vue que l'assimilation, enfin même l'assimilation veut dire assimilation à quelque chose qui est déjà en place. L'assimilation à quoi en France? L'assimilation à la culture française et européenne. Fondamentalement, c'est ça. Il faut le dire très clairement. C'est tout le contraire du rapport qui était paru il y a quelques mois, qui expliquait que la France devait devenir, elle est d'ailleurs devenue une sorte de société multiculturelle. Alors elle l'est devenue sans l'être parce qu'elle est à la fois multiculturelle et en quelque sorte il y a eu en même temps une monoculture occidentale américanisée. Oui. Donc, mais il y a aussi des aspects multiculturels et ben il y a un rapport qui expliquait qu'elle devait devenir inclusive, c'est-à-dire que on devait inclure tout le monde, mais en fait la notion de société inclusive est le contraire d'une société assimilatrice. Non, je pense que la société doit rester, devrait redevenir en quelque sorte assimilatrice, mais en quelque sorte, sachant que bien entendu, être assimilateur ne veut pas dire interdire de parler breton, par exemple, mais toutefois, je maintiens qu'en matière de prénoms, un des indices quand même de l'assimilation, c'est tout de même que progressivement, les gens d'origine étrangère cessent de donner des prénoms d'origine étrangère. Je pense que fondamentalement, la logique serait cela. C'est-à-dire donner des prénoms d'origine française, c'est-à-dire accepter quand même de faire un pas vers cette culture du pays d'accueil. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que la notion de société inclusive dans laquelle tout est mis à égalité, ceux qui sont là depuis des dizaines de générations et ceux qui ne sont là que depuis 2 ou 3 générations, cette notion de société inclusive ne me paraît pas recevable, sachant que la France n'est absolument pas historiquement un pays un pays d'accueil de populations très diverses. La France, historiquement, est restée homogène ethniquement pendant des générations. Elle est restée très homogène ethniquement. Et ça, tous les démographes le savent. Jacques Dupaquier, notamment, avait étudié cet aspect, et c'est parfaitement incontestable. Donc la France n'a pas été, jusqu'aux années 1940-50, un pays de grande immigration. C'est faux. Elle n'a été qu'un pays de petite immigration et d'immigration européenne. Donc il y a un véritable changement culturel. Ne croyons pas ce que nous disent les médias, nous expliquant que la France a toujours été un pays d'immigration de masse. C'est totalement faux. Donc à partir de là, on ne peut pas mettre à égalité les gens qui sont là même depuis 3 générations et les autres. On ne peut pas les mettre à égalité sur le plan de la culture de référence. Non, il y a bel et bien, mais c'est aussi tout le débat en Allemagne sur doit-on aller vers le multiculturalisme ou c'est le débat qu'avait soulevé notamment Sarrazin sur le fait qu'il doit y avoir une culture de référence et qu'en Allemagne la culture de référence, la culture dont doivent se rapprocher les gens d'origine étrangère, c'est la culture allemande. Et en France, la culture de référence, c'est la culture française, qui est une des cultures de l'Europe. C'est ça. Je pense que on peut s'arrêter là pour cet entretien. Merci Pierre-Antoine. Merci Pierre Le Vigan et à très bientôt pour un prochain entretien pour les non-alignés. Au revoir. À très bientôt aux non-alignés. Merci Pierre-Antoine, à bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre.